Livre qui s'appelle Les origines de la France, quand les historiens racontaient la nation, un livre qui vient de paraître, vous avez choisi deux épigraphes qui s'opposent. Et je voudrais les signaler. D'un côté, Augustin Thierry, personnage majeur du XIXe siècle que nous allons souvent croiser, bien sûr, ce matin, et de l'autre, Marc Bloch, à un siècle de distance. Augustin Thierry disait « Notre histoire devient simple. C'est toujours le même peuple qu'on suit et qu'on reconnaît malgré les changements qui surviennent dans les mœurs et dans la civilisation. L'identité nationale est le fondement sur lequel repose depuis tant de siècles l'unité de dynastie. » Et en face, Marc Bloch qui dit tout autre chose, n'est-ce pas? Oui, qui dit mais exactement le contraire. Il dit « Le proverbe arabe l'a dit avant nous, les hommes ressemblent plus à leur temps qu'à leur père. Pour avoir oublié cette sagesse orientale, l'étude du passé c'est parfois discrédité. » J'observe en passant que pour notre émission, Augustin Thierry est peut-être un meilleur parrain, en l'occurrence, que Marc Bloch. Oui, alors d'ailleurs, en vous écoutant, je me faisais cette réflexion que ce proverbe arabe de Marc Bloch, je l'ai cherché, je ne l'ai pas retrouvé. Alors bon, vous avouez pour commencer une ignorance. Ça oui, part mais bien. Qui est celle de Marc Bloch lui-même, je crois, et que ce proverbe arabe n'existe pas. En tout cas, les spécialistes que j'ai consultés n'ont pas été capables de le retrouver. Et une deuxième erreur qu'on pourrait commettre à propos de ces deux citations, c'est, cette fois-ci que ces deux citations rectifient, c'est de croire que la notion d'identité nationale serait récente, qu'elle daterait de la fin du XXe siècle et qu'elle aurait connu une sorte d'apogée ambigu avec le débat organisé sous le quinquennat Sarkozy. Et avec le livre de Fernand Braudel, le dernier livre de sa grande activité intellectuelle. En fait, non, on s'aperçoit que cette notion d'identité nationale, elle est utilisée dès le lendemain de la Révolution française, au moment où la nation envahit le discours politique. Et elle court comme ça tout au long du XIXe siècle. Alors c'est vrai qu'elle est moins utilisée que d'autres expressions, comme l'expression de personnalité française, par exemple, ou de sentiment national. Sentiment national. Quand nous suivions les cours de Pierre Renouvin à la Sorbonne dans les années 1960, il employait beaucoup l'expression sentiment national. Oui. Alors la question que se sont posées beaucoup de gens tout au long des 2 derniers siècles, et alors ce qui moi m'a retenu, c'est-à-dire les historiens professionnels tout particulièrement pendant toute la durée du XIXe siècle, c'est est-ce qu'il existe une personnalité française, un sentiment national, une identité nationale qui plongerait dans le passé le plus lointain et qui, d'une certaine façon, subsisterait à travers les âges, quelles que soient les modifications des mœurs, comme le dit ici Augustin Thierry dans cette citation, ou est-ce que, au contraire, le temps fait tout et que nous n'avons finalement pratiquement rien de commun avec les gens qui vivaient sur le sol de la France il y a 2000 ans? On pense à la première phrase des Mémoires d'espoir de Charles de Gaulle, Charles de Gaulle qui appartient évidemment à la première famille. La France vient du fond des âges. Oui, ce que dit d'ailleurs exactement Braudel dans l'identité de la France. Mais avant d'en arriver au XIXe siècle, Sylvain Venet, il faut dire un mot de ce qu'on a appelé les grands systèmes du XVIIIe siècle. Ces efforts de synthèse, presque toujours assez simplistes à nos yeux, pour expliciter ce qu'a été la naissance de la nation française et peut-être d'ailleurs pour la dater. Oui, alors ils ne sont pas toujours simplistes, ces systèmes. Il faut pas les caricaturer. En fait, ils ont fait l'objet malheureusement de caricatures précisément au XIXe et au XXe siècle. On aurait tort de penser que l'interrogation sur les origines de la France commence avec la Révolution française. Et André Burguère, par exemple, ou d'autres ont bien montré à quel point ces questions agitaient les historiens, les historiographes des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Alors parlez-nous de Boulainvilliers, haute figure. Mais voilà, ce qu'on sait très très bien à partir des 19e et 20e siècles, c'est qu'il y a en gros 2 grandes traditions héritées du tournant des 17e et 18e siècles concernant les origines du royaume. Boulainvilliers, on ne le connaît que pour certains propos qui ont surgi à titre posthume. Oui, qui ont surgi à titre posthume et dont on en a énormément parlé. Alors en gros, que dit Boulainvilliers? Il dit quelque chose qui est assez répandu dans les milieux qu'il fréquente au tournant des 17e et 18e siècles. Il dit qu'en gros, le royaume de France tel qu'on le connaît est né de la conquête des Francs au Ve siècle et que, en gros, l'aristocratie du royaume procède des conquérants francs, tandis que le tiers-état procède des peuples vaincus qui étaient les Gaulois. Mais quand il dit cela, il ne fait que reprendre quelque chose qu'il est loin d'inventer, et ce qu'il a en tête, ça n'est certainement pas ce que va dire Montesquieu, c'est-à-dire de construire un système contre le tiers-état. Ce que Boulainvilliers a en tête, c'est la défense des prérogatives de la noblesse
contre les empiètements de la monarchie dite absolue. Non pas vers le bas, donc, mais vers le haut. Ça, c'est quelque chose que Boulainvilliers mort. Les débats continuent à se poursuivre tout au long des XVIIIe et XIXe siècles. On finira par oublier et on va associer le nom de Boulainvilliers à une théorie comme ça un peu simpliste sur les origines de la nation, ce qui n'était pas exactement son propos. C'est la faute de Montesquieu. C'est la faute de Montesquieu, oui, qui, pour le coup, parce que Montesquieu, lui, est extrêmement lu par la suite, contrairement à Boulainvilliers et à celui dont Montesquieu va faire son contradicteur, c'est-à-dire l'abbé Dubos. Et on lira l'abbé Dubos et Boulainvilliers à travers la critique que Montesquieu en fait dans l'Esprit des lois, où il dit il existe deux systèmes dont l'un est une conjuration contre la noblesse et l'autre est une conjuration contre le tiers-état. La conjuration contre le tiers-état, c'est ce que Montesquieu appelle le système de Boulainvilliers, et la conjuration contre la noblesse, c'est ce que Montesquieu appelle le système de l'abbé Dubos. Et là, on a affaire avec l'abbé Dubos à quelqu'un, donc l'abbé Dubos à l'époque, il faut voir, secrétaire perpétuel de l'Académie française, un ancien diplomate, un grand historien dont les méthodes d'ailleurs de critique historique ont été saluées par la suite. Et là, avec l'établissement de la monarchie française dans les Gaules, qui est publié une première fois en 1734, on a tout de même affaire à un système peut-être, mais enfin à un livre extrêmement savant. Et que dit l'abbé Dubos? Là aussi, des choses un peu complexes. Au contraire, lui, de défendre la monarchie absolue, les prérogatives du roi de France, en expliquant que le roi de France tient son pouvoir, si on remonte le fil du temps, finalement, des empereurs romains via le baptême de Clovis et les attributs de la première monarchie franque. Ce qui a d'ailleurs dans son esprit d'ancien diplomate un second avantage, qui est de critiquer les ambitions de l'empire dit romain germanique au centre de l'Europe. Et là aussi, c'est pareil, à la suite de Montesquieu, on va un peu oublier l'arrière-plan, si vous voulez, politique et géopolitique de la théorie de l'abbé Dubos pour n'en retenir qu'une théorie un petit peu simpliste, où on dira, bien finalement, non, les origines de la France, c'est Rome. Et l'abbé Dubos, on trouve cette tentation d'utilisation du débat au profit de préoccupations immédiates, comme ce sera le cas encore tout récemment, à l'époque du président Sarkozy. Mais je trouve que le débat sur l'identité nationale d'après 2007, là, qui a été lancé en 2009, si scandaleux et finalement grotesque qu'il ait été, il avait au moins le mérite de dire ce qu'est exactement la question des origines de la nation, c'est-à-dire une question éminemment politique et finalement très très peu historique. Et ce que montre la chanson un peu goguenarde qu'on a entendue au début, c'est la réactivation de tous ces stéréotypes. Parce que, bon, dans la chanson, il y a énormément de choses. Il est question des mammouths que, évidemment, les Gaulois n'ont pas connus. Il est question du vase de Soissons que, de la même façon, il ne concerne pas véritablement les Gaulois. Je remercie de le préciser pour nos auditeurs. Mais on oppose très clairement dans la chanson une sorte de barbarie gauloise, qui serait une partie des origines de la nation, et puis d'un autre côté, une civilisation romaine qui Jules. Celle de Jules, celle de ces Romains dont il explique qu'ils font les ponts, y compris ceux du mois de mai, qui constituent effectivement les deux facettes du discours sur les origines de la nation. Est-ce qu'on est né de la barbarie? Est-ce que la France est née de la barbarie? Que ce soit celle des Gaulois et de leurs druides, ou que ce soit celle des Francs barbares, par exemple, tels que Chateaubriand les représente dans Les Martyrs? Ou est-ce que la France est née au contraire de la civilisation romaine, et en l'occurrence de ce qu'on dit très très souvent, c'est-à-dire effectivement les ponts, les aqueducs, c'est-à-dire tout ce qui permet de créer des liens entre les différentes parties du territoire. Alors avançons, si vous voulez bien, dans le temps, avec les effets de la Révolution française. Oui. La Révolution française, comment aborde-t-elle cette grande affaire des origines de la France? Curieusement, les révolutionnaires n'y sont pas tellement sensibles. Pendant un quart de siècle, qui correspond à la Révolution et à l'Empire, c'est une question qui disparaît un peu de l'actualité. Ça, c'est quelque chose que Claude Nicollet avait déjà noté dans son livre sur la fabrique de la nation. C'est qu'on aurait pu s'attendre au contraire à voir précisément du fait de l'importance du décorum romain sous la Révolution et sous l'Empire, on aurait pu voir revenir le motif central de l'abbé Dubos, et c'est pas du tout le cas. On est plutôt dans la ligne du conventionnel Rabot-Saint-Étienne qui s'écrit à un moment donné, mot célèbre, « L'histoire, monsieur, n'est pas notre code ». C'est cela, c'est dans une brochure où il écrit notre histoire n'est pas notre code, en disant on ne va pas se fonder sur l'histoire pour régler les problèmes de la société, dans la mesure où c'est précisément de l'histoire dont on se plaint. Et donc si on veut faire avancer en direction du progrès et de la justice la société française, il faut le faire d'après la seule raison et non pas d'après la tradition. C'est cette conception qui est abandonnée. Alors,
On pourrait dire brutalement en 1814 avec la Restauration et la célèbre volonté de la Charte de 1814 de renouer la chaîne des temps. En réalité, on s'aperçoit que c'est un petit peu plus compliqué que ça et que déjà sous Napoléon, on voit cette volonté de renouer la chaîne des temps se manifester. Alors, notamment à travers le célèbre et indigeste gros livre du comte de Montlosier sur les origines de la monarchie en France, puisque c'est une commande de Napoléon qui, au moment de la déclaration d'Empire en 1804, quelques années avant en fait, demande à cet ancien émigré de faire une longue histoire de France et des origines de la monarchie qui servirait à légitimer précisément l'Empire dans la perspective d'une grande cohérence de la France depuis ses origines. Quoi qu'il en soit, en 1814, on voit la charte constitutionnelle, c'est le premier retour de Louis XVIII, s'inscrire dans une certaine idée de la continuité et se rattacher à une certaine idée des origines de la France. Je cite un extrait. « Nous avons remplacé par la Chambre des députés ces anciennes assemblées des champs de mars et de mai, et ces chambres du tiers-État qui ont si souvent donné tout à la fois des preuves de zèle pour les intérêts du peuple, de fidélité et de respect pour l'autorité des rois. » On voit la rencontre entre les deux. En cherchant à renouer ainsi la chaîne des temps que de funestes écarts avaient interrompus, nous avons effacé de notre souvenir, comme nous voudrions qu'on pût les effacer de l'histoire, tous les maux qui ont affligé la patrie durant notre absence. L'idée de sauter par-dessus les temps ignobles qui vont de 1789 ou 93 ou 14 jusqu'à 1814 pour en revenir à une antériorité plus ou moins mythique, en fait, Sylvain Benner. Oui, alors là aussi c'est pareil, c'est que en fait on réutilise cette figure des assemblées, des champs de mars et des champs de mai, qui avait déjà été utilisée au XVIIe et au XVIIIe siècle, et notamment dans le système de Boulainvilliers, pour montrer comment fonctionnait la première monarchie franque, avec cette idée qu'il y avait des grandes assemblées qui réunissaient l'ensemble des conquérants francs sur le territoire, et que c'était ces assemblées primitives de conquérants qui décidaient des grandes affaires de l'État et notamment de la conduite de la guerre. Dans l'esprit de quelqu'un comme Boulainvilliers, il s'agissait de montrer que le roi n'était qu'un primus inter pares, qu'un père parmi les autres, et que son pouvoir, il le détenait finalement de ces assemblées primitives de conquérants. Napoléon réutilise cette figure quand il revient de l'île d'Elbe. Il y a une proclamation dans laquelle il explique qu'on va réunir les assemblées du Champ de Mai. Avec l'aide de Benjamin Constant. Vous avez donc cette première origine mythique, et puis il y en a une seconde qui est dans la charte, qui est celle des communes du XIIe siècle. Puisque du point de vue révolutionnaire ou du point de vue républicain, on peut faire dater, et alors, beaucoup l'ont fait par la suite, à commencer par Augustin Thierry, on peut faire dater le grand mouvement de libération du tiers-État et de marche vers l'égalité du mouvement communal du XIIe siècle. Or, ce que verrouille la charte, c'est l'idée selon laquelle ce mouvement communal serait né du peuple lui-même. Les chartes communales auraient été octroyées par le roi Louis XII, de la même façon que la charte de 1814 est octroyée par le roi Louis XVIII. Et là, il va y avoir deux mémoires qui vont s'affronter plusieurs décennies. Et c'est là que vient se dessiner l'opposition entre cette utilisation d'un passé mythifié par la charte et d'autre part les historiens libéraux qui commencent à affirmer leur œuvre dans les années 1820 et qui vont jouer un rôle si important dans la Révolution de juillet 1830 et dans la sensibilité politique ou dans l'action politique de l'époque de Louis-Philippe, puisque l'un d'entre eux en particulier, c'est Guizot. Guizot, le grand historien qui va être le principal ministre de Louis-Philippe et dont l'œuvre à cet égard, si on considère comme nous le faisons ce matin la question de l'identité nationale et de ses origines, un Guizot qui va jouer un rôle très, très notable. Guizot joue un rôle très important. Il n'est pas le premier. Le premier, c'est donc Augustin Thierry, dès la fin des années 1810, où là, on voit justement comment est-ce que ces discours sont non seulement, exactement comme aujourd'hui en réalité, ce sont non seulement des discours qui sont des interprétations de la réalité, beaucoup plus que des reflets de la réalité elle-même, mais ces discours-là, eux-mêmes, quand ils sont repris en charge par la suite à travers le temps, sont trahis d'une certaine façon par chacun de leurs commentateurs. Alors c'est tout à fait le cas de ce que font Guizot et Augustin Thierry au lendemain de l'assassinat du duc de Berry au printemps 1820, quand ils reprennent le système de Boulainvilliers, qui donc, je le rappelle, n'était pas véritablement un système du point de vue de Boulainvilliers,
désignant l'origine de ce système comme Boulainvilliers lui-même, et en inversant les polarités, en disant, mais bien sûr, parfaitement, la France est née de l'invasion de la Gaule par les Francs, et que, d'une certaine façon, ça a été le point de départ de l'asservissement des Gaulois par les conquérants, et que la Révolution de 1789 est venue régler le problème après une première révolte qui aurait justement été celle des communes au XIIe siècle. Donc même opposition binaire, mais simplement au service de ceux qui auraient été opprimés et aux dépens des oppresseurs. Même opposition binaire, et il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, on est, comme dans le cas du débat de 2009, on est dans un moment de crispation idéologique au lendemain de l'assassinat du duc de Berry, et que quelqu'un comme Augustin Thierry, dans son célèbre article sur l'antipathie des races en France, ou Guizot dans son livre sur le gouvernement depuis la Restauration, caricaturent leur propre pensée. C'est-à-dire qu'Augustin Thierry, quand il arrive aux études historiques à la fin des années 1810, avec d'ailleurs de faibles compétences dans un premier temps, mais il a tout de même une idée, qui est que ce qu'a montré la Révolution française, c'est que la France était bien une nation, et pas un agrégat de peuples désunis, mais qu'elle était une nation depuis fort longtemps. Et ce que doivent faire les historiens, c'est d'essayer de retracer la généalogie de ce que Augustin Thierry appelle la famille nationale, en imposant pour cela une métaphore qui a appelé à un avenir incroyable, cette idée que la nation est une famille, et que ce que doit faire un historien, c'est finalement la généalogie de cette famille, avec en tête une autre métaphore, une autre image qui est très importante quand on pense à nation, c'est celle de l'arbre, où on va essayer de rechercher ce qui se trouve au fondement du tronc de l'arbre national, c'est-à-dire l'ensemble des racines qui supportent, disons, la nation elle-même. Oui, sur cette caricature de Guizot par lui-même, qu'il réfutera d'ailleurs après coup, cette phrase topique, oui, sans doute, dit Guizot, depuis longtemps, il n'y a plus de Francs ni de Gaulois. Mais, jusqu'à nos jours, il y a eu parmi les Français des ordres privilégiés, héritiers fort déchus, j'en conviens, de la situation des anciens vainqueurs. Et c'est contre ces héritiers, évidemment, que les libéraux de la période de Charles X vont se définir. Et dans le même texte, il y a cette formule remarquable où il dit « Que dirait le comte de Boulainvilliers s'il revenait ici et qu'il s'apercevait que vous, descendants dégénérés de cette race qui a fait trembler les rois, vous refusez son héritage intellectuel ?» C'est à ces libéraux que Jules Michelet, le grand Michelet, rend hommage beaucoup plus tard dans sa préface à l'Histoire de France, un texte de 1869, un hommage qui est en même temps ambigu. Il considère que lui-même est allé au-delà. Écoutez cet extrait qui a été diffusé le 6 mars 1999 et qui est lu ici par Jean Topard, le grand Jean Topard que nous venons malheureusement de perdre. Cette œuvre laborieuse d'environ 40 ans fut conçue d'un moment, de l'éclair de juillet. Dans ces jours mémorables, une grande lumière se fit et j'aperçus la France. Au reste, jusqu'en 1830, même jusqu'en 1836, aucun des historiens remarquables de cette époque n'avait senti encore le besoin de chercher les faits hors des livres imprimés, aux sources primitives, la plupart inédites alors, aux manuscrits de nos bibliothèques, aux documents de nos archives. Cette noble pléiade historique, qui de 1820 à 1830 jette un si grand éclat, messieurs de Barante, Guizot, Mignet, Thiers, Augustin Thierry, envisagea l'histoire par des points de vue spéciaux et divers. Tel fut préoccupé de l'élément de race, tel des institutions, etc., sans voir peut-être assez combien ces choses s'isolent difficilement, combien chacune d'elles réagit sur les autres. Le fil de la tradition, en toute chose, avait été brisé. Tous attestaient, louaient, blâmaient un passé lointain, romains, chrétiens, révolutionnaires, n'importe, qu'ils ignoraient également. Il fallait de deux choses l'une, ou déclarer, comme Fourier, que le genre humain jusqu'ici avait été imbécile, rejeter toute l'expérience des temps antérieurs, procéder par voie d'écart absolu, ou bien essayer de refaire l'histoire, la fonder sur une base meilleure et plus sûre, rétablir la longue génération des causes, de manière que le présent, légitimement amené par les enfantements du passé, s'expliqua par sa naissance et permit d'entrevoir en lui quelque chose, l'embryon qu'il a dans les flancs, l'avenir.
l'histoire me paraissait encore faible en ces deux méthodes. Trop peu matérielle, tenant compte des races, non du sol, du climat, des aliments, de tant de circonstances physiques et physiologiques. Trop peu spirituelle, parlant des lois, des actes politiques, non des idées, des mœurs, non du grand mouvement progressif, intérieur, de l'âme nationale. J'entrepris de refaire, moi seul, la tradition du genre humain. Moi seul, magnifique d'audace, d'affirmation de sa spécificité et de son propre génie. Et en plus, nous le croyons, n'est-ce pas, Sylvain Venère? Oui, alors c'est un texte extrêmement célèbre et sur lequel il ne faut pas se laisser abuser pour ce qui est de sa date d'écriture, puisqu'il est publié en 1869, au moment où Michelet finit son histoire de France. Peut-être qu'il exagère un petit peu sur certains aspects dans ce texte de 1869, ce qu'avait été son intuition initiale en 1831, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, et en particulier toute une série de métaphores ou d'idées qui se retrouvent dans ce texte de 1869 étaient déjà présents dans l'introduction à l'histoire universelle qui est publiée en 1831 et qui est la véritable préface de l'histoire de France. Et qu'on vient d'ailleurs de republier dans la collection Point du Seuil avec une postface de vous-même, Sylvain Venère, je le signale en passant. Alors, ce qui est fondamental, ce que montre, si on veut comprendre Michelet, le véritable point de départ, c'est la révolution de 1830. C'est-à-dire, cette révolution de 1830, on croit souvent, parce qu'on la connaît mal en réalité, parce qu'elle a un petit peu disparu de notre mémoire aujourd'hui. C'est quelque chose qui est assez peu enseigné dans les collèges et dans les lycées. Or, elle a eu des conséquences incroyables en termes intellectuels, artistiques, mais également politiques, puisque c'est le moment où on comprend, ou en tout cas... il y a une sorte d'unanimité qui se fait à l'intérieur de la société française sur le fait que la Révolution de 1789 a bien été l'événement inaugural qui était annoncé dès la fin de l'Ancien Régime. Et Louis-Philippe, qui succède à Charles X, tient à le marquer avec beaucoup de force, de toutes sortes de façons concrètes et symboliques. C'est vrai, et en même temps, il y a toujours cet écart bizarre, qui est le problème de la monarchie de Juillet, en quelque sorte, où on a à la fois le sentiment très net que 1789 a été le point de départ des temps modernes, et en même temps, ce sentiment-là, il s'incarne dans un personnage dont personne ne veut vraiment, qui est justement Louis-Philippe. Et qui descend, après tout, des rois de France aussi, ce qui fait qu'on retrouve l'ambiguïté que nous avons croisée précédemment. Est-ce que ce sont les gens du tiers-État qui ont à se révolter, qui perpétuent le meilleur de la France, ou bien est-ce que la tradition de la noblesse est légitime ? Et un autre aspect dans le texte de Michelet qui renvoie aussi tout à fait au moment 1830. Vous entendez quand il dit le présent porte en lui l'embryon de l'avenir. Un des événements marquants de l'année 1830, vous savez que Goethe avait dit même que c'était l'événement le plus marquant de l'année 1830, c'est ce qu'on a appelé la querelle des analogues entre Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire, c'est-à-dire entre deux conceptions de la nature, une conception, disons pour faire simple, fixiste qui serait celle de Cuvier, et une conception, disons, transformiste qui serait celle de Geoffroy Saint-Hilaire, qui à cette époque-là résonne politiquement, c'est-à-dire que le fixisme de Cuvier apparaît comme un conservatisme, le transformisme de Geoffroy Saint-Hilaire apparaît comme un libéralisme. Et dans ces années-là, les frontières disciplinaires étaient beaucoup moins étanches qu'elles ne le sont devenues par la suite. Quelqu'un comme Michelet, mais de façon générale, la plupart des historiens sont aussi tout pénétrés de ces débats qui sont au départ les débats d'histoire naturelle, les débats des naturalistes. Michelet, d'ailleurs, devient, dès la fin de l'année 1830, un ami de Geoffroy Saint-Hilaire. Il va fréquenter son salon et va beaucoup s'inspirer de toutes ces théories. Or, au cœur de ces nouvelles théories, c'est ce qu'avait bien montré Paul Petitier dans un livre magnifique il y a une vingtaine d'années, se trouve l'embryologie, comme discipline nouvelle. Et Michelet, tout au long de son œuvre historique, va être profondément pénétré de ces théories nouvelles des naturalistes en se demandant exactement comment est-ce qu'on peut comprendre l'histoire d'une nation, enfin très concrètement l'histoire de la France, à partir des modèles qui sont fournis par les embryologistes. Beaucoup de gens raisonnent de cette façon-là à la même époque. Michelet nous dit dans ce texte qu'il a été frappé par l'éclair de Juillet, l'éclair céleste, comme il le dit dès 1831, qui va en fait commander toute sa carrière à venir, c'est-à-dire la lente écriture de son histoire de France. Henri Martin dit exactement la même chose au même moment, et lui aussi se lance dans l'écriture d'une de ces la seconde grande histoire de France qui a été publiée au XIXe siècle. Or, tous les deux
sont frappés à la fois par cette querelle des analogues du printemps 1830, mais de façon plus générale par les travaux des embryologistes. Et une question se pose dès, disons, la fin des années 1820, et elle va durer pendant très longtemps, c'est est-ce que les notions de race que les naturalistes sont en train de mettre au point, dont ils sont en train de préciser les contours, est-ce que ces notions sont utilisables par les historiens? Dans sa préface de 1869, Michelet nous dit, on vient de l'entendre, non. La race n'explique pas tout. Il dit les historiens de la noble Pléiade, et il pense là en fait très précisément à Augustin Thierry et à son frère Amédée, ces historiens-là sont trop préoccupés de la notion de race et croient qu'une fois qu'on a déterminé les qualités natives d'une nation, les qualités natives d'une race nationale, finalement, on a la clé de l'explication de toute l'histoire. Et c'est effectivement sur ce modèle-là qu'est bâtie l'histoire de France d'Henri Martin. Et on est aussi à l'origine de tous les stéréotypes et clichés possibles qui, dans l'ordre du plus vulgaire, vont pouvoir prospérer. Alors que Michelet, lui, voit la nation comme en perpétuelle création. Il refuse effectivement d'accorder une grande importance au mélange des races. Et il faut le dire très, très fortement, ceci, parce que Michelet, évidemment, appartient à son époque. Et quand on lit Michelet aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il n'est pas du tout... Enfin, cette idée qu'il existe des types humains, qu'il y a une perméabilité entre le physique et le moral, et toute une série de stéréotypes, il colporte également ces idées-là. Qu'est-ce qui fait que Michelet, aujourd'hui encore, a des choses à dire aux historiens contemporains? C'est sans doute pas ces objets qui ne sont plus exactement les nôtres. Élargissons aux citoyens contemporains. Aux citoyens contemporains. Quand on veut, de façon assez consensuelle, célébrer Michelet, on le célèbre pour son style, en expliquant que c'est un grand auteur romantique lui aussi, et que ce style-là a été précisément le moyen d'unir à la fois ce que nous, aujourd'hui, nous appelons l'histoire et la littérature, et qui, à son époque, n'était pas aussi distingué que ça l'est devenu par la suite. C'est peut-être dommage. Et c'est peut-être dommage. Enfin, on peut rien débattre. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que Michelet, c'est aussi celui qui nous dit, à longueur de temps dans son histoire de France, tout en étant incroyablement patriote. Michelet, on comprend aussi pourquoi est-ce qu'on a pu en faire un des pères du nationalisme de la fin du 19e siècle. Et pourquoi semble-t-il, on songe actuellement à le mettre au Panthéon? Il a, lui, la conviction que répète Marc Bloch dans la citation par laquelle on avait introduit l'émission, il a la conviction que tout est affaire de devenir. Mais Michelet est très attentif à ces questions de race. D'ailleurs, il appartient lui-même à la Société d'ethnographie de Paris quand elle écrit en 1839 par le docteur Edwards, qui a été un des premiers promoteurs de la notion de race en France. Très intéressé par les questions relatives au sol, c'est sa formule, l'histoire est d'abord toute géographie, ou encore tel le nid, tel l'oiseau, telle la patrie, tel l'homme. Mais pour lui, la même race, le même sol, aurait pu donner, avec une autre histoire, une nation complètement différente. Il se signale par ce refus viscéral de croire que tout est déjà contenu dans l'origine. Il a une métaphore pour cela qu'il utilise dans plusieurs textes, et notamment dans son Histoire de France, quand il explique que entre un gland et un chêne, on peut à la fois penser que, évidemment, l'un procède de l'autre, mais il est inimaginable de croire que, quand on se retrouve face à un magnifique chêne centenaire, de tels individus puissent être contenus dans la totalité des glands qui existent. Et qu'il faut pour cela d'abord de longues plages de temps et une histoire propre qui ont permis de faire le chêne. Tout s'explique par l'histoire. Oui, et c'est par là décidément qu'il s'oppose à ces historiens des années 1820 auxquels il rendait tout à l'heure hommage. Par exemple, un Guizot qui expliquait que la liberté venait des Germains. Il disait que dans la France contemporaine, si on remontait aux origines, l'esprit de l'égalité venait des Romains, l'esprit de moralité venait du christianisme et l'esprit de liberté venait des Germains. Cette idée d'une continuité de courant prédéterminé à l'origine de la nation. Cela, Michelet refuse tout à fait. Oui, il a d'ailleurs une formule à propos des anciens Gaulois qui est tout à fait remarquable. On ne comprend pas très bien, quand il nous parle des Gaulois au début dans l'histoire de France, il parle des grands corps mous et blancs des Gaulois. Tiens. Et alors il y aurait une solution de facilité qui consisterait à dire, ben voilà, parce que les Gaulois étaient blancs et blonds et que et grands. Et grands, il les définit comme ça, alors que les Gaulois n'étaient ni grands ni blonds. Mais bon,
Ça n'est pas du tout ça. Mou et blanc, ça veut juste dire pour Michelet que ces Gaulois, c'était des embryons. Exactement comme le gland qui va donner le chêne par la suite, ou comme, d'ailleurs, de son point de vue, le bassin parisien va donner la France. Et le bassin parisien, Michelet nous le décrit comme étant imprécis, plat. Le bassin parisien de Michelet, c'est également un embryon. Les Gaulois sont des embryons. Et qu'est-ce qui fait que, à ses yeux, la France est une personne? C'est parce qu'elle s'est progressivement construite tout au long de l'histoire à partir d'un donné qui n'était qu'un embryon. En dépit du génie de Michelet, continue pendant ce 19e siècle de s'opposer à un certain nombre de doctrines plus simplistes ou d'utilisation du passé. Je pense par exemple à ce que Napoléon III a voulu faire de Vercingétorix avec cette grande statue qu'on peut voir à Alésia. L'intérêt pour cette période, beaucoup plus que chez son oncle Napoléon Ier, on trouve chez Napoléon III ce comportement, cet intérêt, cette curiosité, et par conséquent, il contribue à la grande controverse sur les origines de la France. D'où part-elle, une fois de plus? Et à ce propos, je vais vous faire écouter une curiosité qui est l'œuvre de Bizet, sa première œuvre importante, une cantate qui lui a valu le Grand Prix de Rome en 1857 sur un livret d'Amédée Burion, une cantate qui s'intitule « Clovis et Clotilde ». C'est Jean-Claude Casadesus qui dirige l'Orchestre national de Lille. Il faut que je vous donne quelques extraits du livret qui est dû à Amédée Burion de cette cantate de Bizet. On voit Clovis arriver en s'écriant « Ma Clotilde chérie ». C'est la reine Clotilde, comme on sait. « Mon Clovis, ô mon roi », réplique-t-elle. « Ton époux, c'est bien toi. Au sein de la patrie, dit Clovis, oui, je reviens vainqueur. À ton grand Dieu, j'appartiens pour la vie. C'est un chrétien qui te donne son cœur. » Il est chrétien, s'écrie Clotilde. Le Christ m'a donné la victoire, il a sauvé l'honneur de mes jeunes drapeaux. Oui, sa main m'a baptisé d'un baptême de gloire. Clotilde, Dieu des humbles, Dieu des héros, je te bénis et je t'adore. Clovis, ô mon pays, réjouis-toi, vois ton ciel heureux qui se dore aux clartés de la foi. Oui, alors c'est une histoire qui est bien connue des médiévistes, qui ont longuement critiqué le texte de Grégoire de Tours en montrant à quel point en fait le modèle était celui du baptême de Constantin et qu'en fait cette bataille de 496 on voit pas très bien de quoi il s'agit. Grégoire de Tours, c'est l'homme qui a raconté cette histoire, c'est l'historiographe de Clovis. Voilà, là aussi on est dans un effet, un emboîtement de temporalité qui est assez complexe puisque
La critique des sources, disons depuis, bien avant la Révolution, avait mis en doute l'existence du personnage de Pharamond, l'arrière-grand-père de Clovis, et qui avait été pendant longtemps présenté comme le premier ancêtre de la dynastie des rois de France. Le grand-père de Mérovée. Le grand-père de Mérovée, le père de Clodion, et voilà. Or, manifestement, on n'y croit plus trop à l'existence de ce Pharamond au début du XIXe siècle. Par contre, Clovis, dont il avait toujours été question auparavant, connaît un regain de gloire tout à fait incroyable au XIXe siècle parce qu'on va en faire très directement et contre les théories des historiens libéraux qui vont chercher les origines, par exemple chez les Gaulois, la véritable origine de la France, dans ce sens que c'est la véritable naissance de la France par son baptême, en quelque sorte. Le baptême de Clovis, et d'ailleurs pas seulement de Clovis, une partie de ses guerriers avec lui, étant le signe de la véritable naissance spirituelle de la France. Or ça se passe, disons, dans les premières décennies du XIXe siècle. C'est renforcé après la Révolution de 1830, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus véritablement de combat entre les deux dynasties pour prendre le pouvoir en France, et donc Clovis peut apparaître de façon assez consensuelle, non pas seulement comme l'ancêtre des ultras, mais comme l'ancêtre, disons, de la royauté. Et ce qu'on voit apparaître à ce moment-là, c'est une expression qu'on utilise encore très souvent aujourd'hui en s'imaginant qu'elle nous vient du Moyen-Âge, qui est l'expression « fille aînée de l'Église » pour parler de la France. Oh, mais c'est très tardif, ça c'est le cardinal Langenieux de Reims qu'il a imposé à la fin du XIXe siècle, et c'est pourquoi on était si surpris que Nicolas Sarkozy reprenne comme toute naturelle cette formule lorsqu'il a fait ce fameux discours du Latran à la fin de 2007. La formule, en fait, on la voit apparaître justement au lendemain des années 1830, mais elle triomphe, alors portée par le cardinal Langenieux, à un moment bien précis qui est celui du 14e centenaire du baptême de Clovis en 1896. Là, on voit une nouvelle origine possible, si vous voulez, pour la France, celle même que par la suite répétera, alors avant les débats contemporains, le général de Gaulle, qui dit « Je compte la naissance de la France à partir du baptême de Clovis ». On peut d'ailleurs noter qu'en mineur, on a vu renaître la même controverse en 1996, au moment de l'anniversaire suivant, et au moment où Jean-Paul II, le pape, est venu en France pour célébrer la conversion de Clovis. On a vu à ce moment-là ressurgir tous les débats sur l'origine ponctuelle de la nation française, et en particulier Vercingétorix réapparaître dans toute sa gloire. Oui, alors la légende de Vercingétorix, elle s'insinue également tout au long du XIXe siècle. Elle est un peu complexe puisque les républicains, en réalité, vont faire fond sur l'historiographie libérale qui a mis en avant les Gaulois pour sortir le personnage de Vercingétorix et en faire une sorte de premier héros résistant, si on veut le dire comme ça, à la suite de la chute du Second Empire, le Second Empire ayant peut-être promu les Gaulois d'une certaine façon, mais ayant surtout défendu l'idée d'une origine gallo-romaine de la France. Oui, c'est l'ambivalence de Vercingétorix. C'est à la fois un résistant contre Rome, et en même temps, il incarne par sa défaite même l'arrivée des Romains avec ce qu'il peut y avoir de positif dans leur influence. Oui, puis il faut voir que tout ça a été extrêmement compliqué, parce que comprenons que à partir des années 1880 et jusqu'aux alentours de 1960, la politique coloniale est un des éléments essentiels de l'actualité française et de la politique conduite par les différents gouvernements. Or, quand on se plonge sur le passé français, on peut défendre à ce moment-là, ce qu'avait d'ailleurs fait de façon assez surprenante Alain Minck dans sa dernière histoire de la France, on peut défendre l'idée selon laquelle la meilleure chose qui a été arrivée à la France, ça a été d'être conquise et colonisée par les Romains. Et donc d'expliquer que quand la France elle-même conquiert et colonise ailleurs, en Afrique ou en Indochine, elle ne fait d'une certaine façon que faire à son tour le bien qu'on lui a fait à l'époque de César. Donc ce sont des reconstructions perpétuelles. Une autre complication a été soulignée par Léopold Sédar Senghor, qui a montré l'ambivalence vue du Sénégal de la personnalité de Vercingétorix, puisque c'est à la fois celui qui représente le fameux propos « nos ancêtres les Gaulois », qu'on dit qu'on a conduit les petits Sénégalais, les petits Africains à apprendre à l'école, absurdement, et qu'en même temps il peut servir comme
exemple, comme sorte de parangon pour la révolte coloniale contre les Français devenus les Romains. Et c'est très bien vu. Par exemple, il y a un texte de Quinet magnifique sur la philosophie de l'histoire de France qui est publié au lendemain du coup d'État du 2 décembre 1851, dans lequel Quinet s'en prend très explicitement à Augustin Thierry, mais aussi à des gens comme Guizot, en disant « Arrêtez de voir dans notre histoire de France une succession d'oppression heureuse, sous prétexte qu'on échange notre liberté contre les avantages de la civilisation. Quelle idée, dit Quinet, de faire des Gaulois les origines de la France et de marquer ainsi le premier jour de notre histoire du sceau de la servitude. Il y a un autre aspect de ces débats du XIXe siècle, ce sont ceux qui tournent autour de la notion de race, très actuelle, puisque des parlementaires, comme vous savez, veulent obtenir que ce terme disparaisse complètement de notre législation. C'est un héritage, évidemment, du XIXe siècle. On pense au débat entre Clémenceau et Jules Ferry. Y a-t-il des races supérieures et des races inférieures? Ce que Jules Ferry affirme et ce que Clémenceau nie. Ce débat, je rappelle, date de 1885. Cette histoire est... Juillet 85, oui. Oui, et cette histoire est assez complexe. On a déjà parlé de cette opposition, par exemple, qu'on peut résumer entre l'opposition entre Henri Martin et Michelet. Disons, en gros, celui qui croit aux races et celui qui n'y croit pas, comme facteur d'explication historique. À la fin du XIXe siècle, au moment du débat Ferry-Clémenceau, vous avez en fait deux mouvements différents. Il y a un mouvement qui durcit le contenu de la notion de race, pour en faire ce qu'on sait que cette notion est devenue au XXe siècle. Et vous avez un deuxième mouvement par lequel la quasi-totalité des historiens, des grands historiens de cette époque-là, alors déjà Fustel de Coulanges, mais ensuite Camille Jullian, et puis ensuite évidemment Lucien Febvre, vont faire rétrospectivement de Jules Michelet un maître en expliquant que, évidemment, la notion de race n'existe pas. Mais à ce sujet, je pense qu'il faut faire deux remarques très importantes si on veut comprendre pourquoi est-ce qu'on peut retrouver tous ces textes de Fustel de Coulanges, de Jullian, de Lucien Febvre, qui dénoncent l'utilisation des notions de race et qui font tous ces textes que ces auteurs nous apparaissent comme éminemment sympathiques, en tout cas à nous qui sommes antiracistes. Les historiens sont d'autant plus hostiles à la notion de race à partir de 1870 qu'on considère que cette notion, c'est un apanage allemand, en quelque sorte. C'est une façon allemande de raisonner. Et on va être d'autant plus antiraciste, en quelque sorte, qu'on est finalement anti-germaniste, germanophobe. Les choses sont sans doute un petit peu plus compliquées. L'exemple parfait étant la conférence de Renan en 1882 à la Sorbonne. Illustrissime. Illustre, dans laquelle Renan explique que la race n'est absolument pas un facteur d'explication de la nation, alors que Renan avait pu écrire le contraire 20 ans auparavant, mais que dans le contexte d'après la défaite et dans le contexte de germanophobie, il va renoncer en quelque sorte à cette idée que la race explique tout. Et puis ça permet que l'Alsace-Lorraine appartienne à la France et non pas de façon raciale à la Germanie. Voilà, ça c'est extrêmement important. Et puis il y a quand même une deuxième réflexion qu'il faut faire, et là je pense qu'on est tout à fait dans concordance en quelque sorte avec notre époque. C'est-à-dire que si on relit ces textes, en particulier les textes de tous ces historiens qui réfutent la notion de race, il faut non seulement tenir compte du contexte bien précis dans lequel on se trouve. Encore une fois, je rappelle que le débat Ferry-Clémenceau, c'est un peu facile d'en faire celui qui croit aux races et celui qui n'y croit pas. Clémenceau, quand il refuse la notion de race, c'est aussi véritablement par haine de l'Allemagne et par sentiment que les Allemands utilisent la notion de race. Et quand il dit, justement, dans le cadre de ce débat, moi j'ai entendu des savants allemands expliquer qu'il y avait une race française et qu'elle était inférieure à la race allemande, donc je n'y crois pas. C'est un de ses arguments, effectivement. Un argument fort. Et surtout la défense des pays qu'on prétend coloniser. Mais ça nous entraînerait trop loin. Pas si loin que ça, parce que c'est l'autre aspect de la question. Chez tous ces historiens, quand ils parlent de race et qu'ils en refusent l'utilisation, il est bien entendu que de toute façon, ils se situent à l'intérieur de l'ensemble des races européennes. Et que quand on a la célèbre description du baptême de Clovis par Lucien Febvre, dans lequel il dit « Regardez la rue Saint-Jacques aujourd'hui, vous voyez passer des grands, des petits, des gros, des maigres, des blonds, des bruns. » Eh bien, c'était pareil à l'époque de Clovis, et donc il n'y avait pas de race française. Aujourd'hui, ce sont des textes qu'il faut relire. C'est une leçon d'éthique qu'on doit assimiler et à notre tour colporter, bien entendu, mais sans doute en augmentant encore la portée. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ces gens-là, quand ils parlent de race, parlent en fait des races constitutives des nations européennes. Et que l'antiracisme contemporain, et ça c'est un des effets pervers toujours de l'évolution des mots, l'antiracisme contemporain, c'est un antiracisme qui est élargi précisément aux dimensions du monde. Alors avant de nous quitter, Sylvain Venère, il faut probablement que nous arrêtions
au dernier moment de notre histoire où il a été question de race dans l'ensemble du débat sur la France de toujours, la France paysanne. Et naturellement, je parle de Vichy. Écoutez cette chanson de Bordas, 1941, « Ah que la France est belle ». On y trouve exactement cette tonalité. Ah que la France est belle, avec ses bois, ses champs, ses vallons, ses clochers. Chaque région nouvelle nous fait soudain découvrir des trésors cachés. Du Rhône à la Rochelle, de la Garonne au souriant pays normand. Oh, que la France est belle, et comme on est heureux d'être un de ses enfants. J'habitais un coin du Midi au joli temps de mon enfance. Pour moi c'était le paradis, mais j'ai fait le tour de la France. Dans le train qui me transportait au milieu du doux paysage, je penchais mon jeune visage et le cœur joyeux, je chantais. Ah, que la France est belle, avec ses bois, ses champs, ses vallons, ses clochers. Chaque région nouvelle nous fait soudain découvrir des trésors cachés. Du Rhône à la Rochelle, de la Garonne au souriant pays normand. Oh, que la France est belle, et comme on est heureux d'être un de ses enfants. Aujourd'hui c'est le cœur battant que l'on parle de la patrie, mais après la pluie le beau temps guérira ses ailes meurtries. Et bientôt quand nous parcourons les contrées qui déjà renaissent aux mains d'une ardente jeunesse, avec amour nous chanterons. Ah, que la France est belle, avec ses bois, ses champs, ses vallons, ses clochers. Chaque région nouvelle nous fait soudain découvrir des trésors cachés. Du Rhône à la Rochelle, de la Garonne au souriant pays normand. Oh, que la France est belle, et comme on est heureux d'être un de ses enfants. Du Rhône à la Rochelle, de la Garonne au souriant pays normand. Oh, que la France est belle, et comme on se sent fier d'être un de ses enfants. On est là, je le rappelle, en 1941, Sylvain Venère, et on trouve cet aspect important de l'identité nationale dans la longue durée, c'est l'aspect géographique, sans qu'on puisse évidemment, et pour cause à ce moment-là, évoquer les frontières naturelles, qui pourtant ont été très importantes dans la genèse, dans l'évolution de cette idée à laquelle vous attachez, l'identité nationale. Oui, et avec une tension, alors la chanson ne parle pas des origines, mais une tension qu'on retrouve ici, puis qu'on connaît bien entre deux choses. C'est d'une part cette idée que la France a une dimension universelle, et que par exemple, contrairement à l'Allemagne, qui se laissait réduire par le paysage de la forêt, ou à l'Angleterre, qui peut se laisser réduire par le paysage de la campagne du Kent, ou à la Suisse, qui se laisse réduire au paysage des Alpes, la France elle-même ne se laisse réduire à aucun paysage, et qu'elle est une assemblée de paysages extrêmement divers et qui en font comme une sorte de résumé du monde. Cette logique-là, qu'on retrouve tout au long du XIXe siècle, depuis le tableau de la France de Michelet jusqu'à celui de Vidal de la Blache. Au début du XXe siècle. Au début du XXe, elle est parfaitement compatible avec les idéaux républicains, qu'elle exprime même d'ailleurs en large partie. Et puis d'un autre côté, il y a cette idée que voilà, nous sommes les enfants de la France, nous sommes les enfants de ces paysages. Et derrière cette seconde idée, il y a par contre une exclusion de tous ceux qui, eux, ne sont pas nés de ce sol. C'est-à-dire les Juifs en particulier, les Tziganes et d'autres. Alors ça peut être beaucoup de choses. Votre ouvrage sur lequel nous avons fondé notre conversation, Sylvain Venère, s'appelle « Les origines de la France »,
quand les historiens racontaient la nation. Il vient de paraître aux éditions du Seuil. C'est un chrétien qui te donne son cœur. Il est chrétien, s'écrie Clotilde. Le Christ m'a donné la victoire, il a sauvé l'honneur de mes jeunes drapeaux. Oui, sa main m'a baptisé d'un baptême de gloire. Clotilde, Dieu des humbles, Dieu des héros, je te bénis et je t'adore. Clovis, ô mon pays, réjouis-toi, vois ton ciel heureux qui se dore aux clartés de la foi. Oui, alors c'est une histoire qui est bien connue des médiévistes, qui ont longuement critiqué le texte de Grégoire de Tours en montrant à quel point en fait le modèle était celui du baptême de Constantin et qu'en fait cette bataille de 496, on voit pas très bien de quoi il s'agit. Grégoire de Tours, c'est l'homme qui a raconté cette histoire, c'est l'historiographe de Clovis. Voilà, là aussi on est dans un effet, un emboîtement de temporalité qui est assez complexe puisque la critique des sources, disons depuis, d'ailleurs, en fait, bien avant la Révolution, avait mis en doute l'existence du personnage de Pharamond, l'arrière-grand-père de Clovis, et qui avait été pendant longtemps présenté comme le premier ancêtre de la dynastie des rois de France. Le grand-père de Mérové. Le grand-père de Mérové, le père de Clodion, et voilà. Or, bon, ça, manifestement... on n'y croit plus trop à l'existence de ce Pharamond au début du XIXe siècle. Par contre, Clovis, dont il avait toujours été question auparavant, connaît un regain de gloire tout à fait incroyable au XIXe siècle parce qu'on va en faire très directement et contre les théories des historiens libéraux qui vont chercher les origines, par exemple, chez les Gaulois, la véritable origine de la France, dans ce sens que c'est la véritable naissance de la France par son baptême, en quelque sorte. Le baptême de Clovis, et d'ailleurs pas seulement de Clovis, une partie de ses guerriers avec lui, étant le signe de la véritable naissance spirituelle de la France. Alors ça se passe, disons, dans les premières décennies du XIXe siècle. C'est renforcé après la Révolution de 1830, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus véritablement de combat entre les deux dynasties pour prendre le pouvoir en France, et donc Clovis peut apparaître de façon assez consensuelle, non pas seulement comme l'ancêtre des ultras, mais comme l'ancêtre, disons, de la royauté. Et ce qu'on voit apparaître à ce moment-là, c'est une expression qu'on utilise encore très souvent aujourd'hui en s'imaginant qu'elle nous vient du Moyen-Âge, qui est l'expression « fille aînée de l'Église » pour parler de la France. Oh mais c'est très tardif, ça c'est le cardinal Langenieux de Reims qu'il a imposé à la fin du XIXe siècle, et c'est pourquoi on était si surpris que Nicolas Sarkozy reprenne comme toute naturelle cette formule lorsqu'il a fait ce fameux discours du Latran à la fin de 2007. La formule, en fait, on la voit apparaître justement au lendemain des années 1830, mais elle triomphe, alors portée par le cardinal Langenieux, à un moment bien précis qui est celui du 14e centenaire du baptême. Oui, alors c'est un texte extrêmement célèbre et sur lequel il ne faut pas se laisser abuser pour ce qui est de sa date d'écriture, puisqu'il est publié en 1869, au moment où Michelet finit son histoire de France. Peut-être qu'il exagère un petit peu sur certains aspects dans ce texte de 1869, ce qu'avait été son intuition initiale en 1831, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, et en particulier toute une série de métaphores ou d'idées qui se retrouvent dans ce texte de 1869 étaient déjà présents dans l'introduction à l'histoire universelle qui est publiée en 1831 et qui est la véritable préface de l'histoire de France. Et qu'on vient d'ailleurs de republier dans la collection Point du Seuil avec une postface de vous-même, Sylvain Venère, je le signale en passant. Alors, ce qui est fondamental, ce que montre, si on veut comprendre Michelet, le véritable point de départ, c'est la Révolution de 1830. C'est-à-dire, cette Révolution de 1830, on croit souvent, parce qu'on la connaît mal en réalité, parce qu'elle a un petit peu disparu de notre mémoire aujourd'hui. C'est quelque chose qui est assez peu enseigné dans les collèges et dans les lycées. Or, elle a eu des conséquences incroyables en termes intellectuels, artistiques, mais également politiques, puisque c'est le moment où on comprend, ou en tout cas, il y a une sorte d'unanimité qui se fait à l'intérieur de la société française sur le fait que la Révolution de 1789 a bien été l'événement inaugural qui était annoncé dès la fin de l'Ancien Régime. Et Louis-Philippe, qui succède à Charles X, tient à le marquer avec beaucoup de force, de toutes sortes de façons concrètes et symboliques. C'est vrai, et en même temps, il y a toujours cet écart bizarre, qui est le problème de la monarchie de Juillet, en quelque sorte, où on a à la fois le sentiment très net que 1789 a été le point de départ des temps modernes, et en même temps, ce sentiment-là, il s'incarne dans un personnage dont personne ne veut vraiment, qui est justement Louis-Philippe.
Et qui descend, après tout, des rois de France aussi, ce qui fait qu'on retrouve l'ambiguïté que nous avons croisée précédemment. Est-ce que ce sont les gens du tiers-État qui ont à se révolter, qui perpétuent le meilleur de la France, ou bien est-ce que la tradition de la noblesse est légitime ? Et un autre aspect dans le texte de Michelet qui renvoie aussi tout à fait au moment 1830. Vous entendez quand il dit le présent porte en lui l'embryon de l'avenir. Un des événements marquants de l'année 1830, vous savez que Goethe avait dit même que c'était l'événement le plus marquant de l'année 1830, c'est ce qu'on a appelé la querelle des analogues entre Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire, c'est-à-dire entre deux conceptions de la nature, une conception, disons pour faire simple, fixiste qui serait celle de Cuvier, et une conception, disons, transformiste qui serait celle de Geoffroy Saint-Hilaire, qui à cette époque-là résonne politiquement, c'est-à-dire que le fixisme de Cuvier apparaît comme un conservatisme, le transformisme de Geoffroy Saint-Hilaire apparaît comme un libéralisme. Et dans ces années-là, les frontières disciplinaires étaient beaucoup moins étanches qu'elles ne le sont devenues par la suite. Quelqu'un comme Michelet, mais de façon générale, la plupart des historiens sont aussi tout pénétrés. La véritable origine de la France, dans ce sens que c'est la véritable naissance de la France par son baptême, en quelque sorte. Le baptême de Clovis, et d'ailleurs pas seulement de Clovis, une partie de ses guerriers avec lui, étant le signe de la véritable naissance spirituelle de la France. Alors ça se passe, disons, dans les premières décennies du XIXe siècle. C'est renforcé après la Révolution de 1830, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus véritablement de combat entre les deux dynasties pour prendre le pouvoir en France, et donc Clovis peut apparaître de façon assez consensuelle, non pas seulement comme l'ancêtre des ultras, mais comme l'ancêtre, disons, de la royauté. Et ce qu'on voit apparaître à ce moment-là, c'est une expression qu'on utilise encore très souvent aujourd'hui en s'imaginant qu'elle nous vient du Moyen-Âge, qui est l'expression « fille aînée de l'Église » pour parler de la France. Oh, mais c'est très tardif, ça c'est le cardinal Langenieux de Reims qu'il a imposé à la fin du XIXe siècle, et c'est pourquoi on était si surpris que Nicolas Sarkozy reprenne comme toute naturelle cette formule lorsqu'il a fait ce fameux discours du Latran à la fin de 2007. La formule, en fait, on la voit apparaître justement au lendemain des années 1830, mais elle triomphe, alors portée par le cardinal Langenieux, à un moment bien précis qui est celui du 14e centenaire du baptême de Clovis en 1896. Là, on voit une nouvelle origine possible, si vous voulez, pour la France, celle même que par la suite répétera, alors avant les débats contemporains, le général de Gaulle, qui dit « Je compte la naissance de la France à partir du baptême de Clovis ». On peut d'ailleurs noter qu'en mineur, on a vu renaître la même controverse en 1996, au moment de l'anniversaire suivant, et au moment où Jean-Paul II, le pape, est venu en France pour célébrer la conversion de Clovis. On a vu à ce moment-là ressurgir tous les débats sur l'origine ponctuelle de la nation française, et en particulier Vercingétorix réapparaître dans toute sa gloire. Oui, alors la légende de Vercingétorix, elle s'insinue également tout au long du XIXe siècle. Elle est un peu complexe puisque les républicains, en réalité, vont faire fond sur l'historiographie libérale qui a mis en avant les Gaulois pour sortir le personnage de Vercingétorix et en faire une sorte de premier héros résistant, si on veut le dire comme ça, à la suite de la chute du Second Empire, le Second Empire ayant peut-être promu les Gaulois d'une certaine façon, mais ayant surtout défendu l'idée d'une origine gallo-romaine de la France. Oui, c'est l'ambivalence de Vercingétorix. C'est à la fois un résistant contre Rome, et en même temps, il incarne par sa défaite même l'arrivée des Romains avec ce qu'il peut y avoir de positif dans leur influence. Oui, puis il faut voir que tout ça a été extrêmement compliqué, parce que comprenons que à partir des années 1880 et jusqu'aux alentours de 1960, la politique coloniale est un des éléments essentiels de l'actualité française un temps 1820, quand ils reprennent le système de Boulainvilliers, qui donc, je le rappelle, n'était pas véritablement un système du point de vue de Boulainvilliers, désignant l'origine de ce système comme Boulainvilliers lui-même, et en inversant les polarités, en disant, mais bien sûr, parfaitement, la France est née de l'invasion de la Gaule par les Francs, et que, d'une certaine façon, ça a été le point de départ de l'asservissement des Gaulois par les conquérants, et que la Révolution de 1789 est venue régler le problème après une première révolte qui aurait justement été celle des communes au XIIe siècle. Donc même opposition binaire, mais simplement au service de ceux qui auraient été opprimés et aux dépens des oppresseurs. Même opposition binaire, et qu'il a
il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, on est, comme dans le cas du débat de 2009, on est dans un moment de crispation idéologique au lendemain de l'assassinat du duc de Berry, et que quelqu'un comme Augustin Thierry, dans son célèbre article sur l'antipathie des races en France, ou Guizot dans son livre sur le gouvernement depuis la Restauration, caricaturent leur propre pensée. C'est-à-dire qu'Augustin Thierry, quand il arrive aux études historiques à la fin des années 1810, avec d'ailleurs de faibles compétences dans un premier temps, mais il a tout de même une idée, qui est que ce qu'a montré la Révolution française, c'est que la France était bien une nation, et pas un agrégat de peuples désunis, mais qu'elle était une nation depuis fort longtemps. Et ce que doivent faire les historiens, c'est d'essayer de retracer la généalogie de ce que Augustin Thierry appelle la famille nationale, en imposant pour cela une métaphore qui a appelé à un avenir incroyable, cette idée que la nation est une famille, et que ce que doit faire un historien, c'est finalement la généalogie de cette famille, avec en tête une autre métaphore, une autre image qui est très importante quand on pense à nation, c'est celle de l'arbre, où on va essayer de rechercher ce qui se trouve au fondement du tronc de l'arbre national, c'est-à-dire l'ensemble des racines qui supportent, disons, la nation elle-même. Oui, sur cette caricature de Guizot par lui-même, qu'il réfutera d'ailleurs après coup, cette phrase topique, oui, sans doute, dit Guizot, depuis longtemps, il n'y a plus de Francs ni de Gaulois. Mais, jusqu'à nos jours, il y a eu parmi les Français des ordres privilégiés, héritiers fort déchus, j'en conviens, de la situation des anciens vainqueurs. Et c'est contre ces héritiers, évidemment, que les libéraux de la période de Charles X vont se définir. Et dans le même texte, il y a cette formule remarquable où il dit « Que dirait le comte de Boulainvilliers s'il revenait ici et qu'il s'apercevait que vous, descendants dégénérés de cette race qui a fait trembler les rois, vous refusez son héritage intellectuel ?» C'est à ces libéraux que Jules Michelet, le grand Michelet, rend hommage beaucoup plus tard dans sa préface à l'Histoire de France, un texte de 1869, un hommage. En France, très intéressé par les questions relatives au sol, c'est sa formule, l'histoire est d'abord toute géographie, ou encore tel le nid, tel l'oiseau, telle la patrie, tel l'homme. Mais pour lui, la même race, le même sol, aurait pu donner avec une autre histoire, une nation complètement différente. Il se signale par ce refus viscéral de croire que tout est déjà contenu dans l'origine. Il a une métaphore pour cela qu'il utilise dans plusieurs textes, et notamment dans son Histoire de France, quand il explique que entre un gland et un chêne, on peut à la fois penser que, évidemment, l'un procède de l'autre, mais il est inimaginable de croire que quand on se retrouve face à un magnifique chêne centenaire, de tels individus puissent être contenus dans la totalité des glands qui existent. Et qu'il faut pour cela d'abord de longues plages de temps et une histoire propre qui ont permis de faire le chêne. Tout s'explique par l'histoire. Oui, et c'est par là décidément qu'il s'oppose à ces historiens des années 1820 auxquels il rendait tout à l'heure hommage. Par exemple, un Guizot qui expliquait que la liberté venait des Germains. Il disait que dans la France contemporaine, si on remontait aux origines, l'esprit de l'égalité venait des Romains, l'esprit de moralité venait du christianisme et l'esprit de liberté venait des Germains. Cette idée d'une continuité de courant prédéterminé à l'origine de la nation. Cela, Michelet refuse tout à fait. Oui, il a d'ailleurs une formule à propos des anciens Gaulois, qui est tout à fait remarquable. On ne comprend pas très bien, quand il nous parle des Gaulois au début dans l'Histoire de France, il parle des grands corps mous et blancs des Gaulois. Tiens. Et alors il y aurait une solution de facilité qui consisterait à dire, parce que les Gaulois étaient blancs et blonds, et que... Et grands. Et grands, il les définit comme ça, alors que les Gaulois n'étaient ni grands ni blonds. Mais bon, ça n'est pas du tout ça. Mou et blanc, ça veut juste dire pour Michelet que ces Gaulois, c'était des embryons. Exactement comme le gland qui va donner le chêne par la suite, ou comme, d'ailleurs, de son point de vue, le bassin parisien va donner la France. Et le bassin parisien, Michelet nous le décrit comme étant imprécis, plat. Le bassin parisien de Michelet, c'est également un embryon. Les Gaulois sont des embryons. Et qu'est-ce qui fait que, à ses yeux, la France est une personne? C'est parce qu'elle s'est progressivement construite tout au long de l'histoire à partir d'un donné qui n'était qu'un embryon.
en dépit du génie de Michelet, continue pendant ce XIXe siècle de s'opposer à un certain nombre de doctrines plus simplistes ou d'utilisation du passé. Je pense par exemple à ce que Napoléon III a voulu faire de Vercingétorix avec cette grande statue qu'on peut voir à Alésia. L'intérêt pour cette période par ce refus viscéral de croire que tout est déjà contenu dans l'origine. Il a une métaphore pour cela qu'il utilise dans plusieurs textes, et notamment dans son Histoire de France, quand il explique que entre un gland et un chêne, on peut à la fois penser que, évidemment, l'un procède de l'autre, mais il est inimaginable de croire que, quand on se retrouve face à un magnifique chêne centenaire, de tels individus puissent être contenus dans la totalité des glands qui existent. Et qu'il faut pour cela d'abord de longues plages de temps et une histoire propre qui ont permis de faire le chêne. Tout s'explique par l'histoire. Oui, et c'est par là décidément qu'il s'oppose à ces historiens des années 1820 auxquels il rendait tout à l'heure hommage. Par exemple, un Guizot qui expliquait que la liberté venait des Germains. Il disait que dans la France contemporaine, si on remontait aux origines, l'esprit de l'égalité venait des Romains, l'esprit de moralité venait du christianisme et l'esprit de liberté venait des Germains. Cette idée d'une continuité de courant prédéterminé à l'origine de la nation. Cela, Michelet refuse tout à fait. Oui, il a d'ailleurs une formule à propos des anciens Gaulois qui est tout à fait remarquable. On ne comprend pas très bien, quand il nous parle des Gaulois au début dans l'Histoire de France, il parle des grands corps mous et blancs des Gaulois. Tiens. Et alors il y aurait une solution de facilité qui consisterait à dire, ben voilà, parce que les Gaulois étaient blancs et blonds et que et grands. Et grands, il les définit comme ça, alors que les Gaulois n'étaient ni grands ni blonds. Mais bon, ça n'est pas du tout ça. Mou et blanc, ça veut juste dire pour Michelet que ces Gaulois c'était des embryons. Exactement comme le gland qui va donner le chêne par la suite, ou comme, d'ailleurs, de son point de vue, le bassin parisien va donner la France. Et le bassin parisien, Michelet nous le décrit comme étant imprécis, plat. Le bassin parisien de Michelet, c'est également un embryon. Les Gaulois sont des embryons. Et qu'est-ce qui fait que, à ses yeux, la France est une personne? C'est parce qu'elle s'est progressivement construite tout au long de l'histoire à partir d'un donné qui n'était qu'un embryon. En dépit du génie de Michelet, continue pendant ce XIXe siècle de s'opposer à un certain nombre de doctrines plus simplistes ou d'utilisation du passé. Je pense par exemple à ce que Napoléon III a voulu faire de Vercingétorix avec cette grande statue qu'on peut voir à Alésia. L'intérêt pour cette période, beaucoup plus que chez son oncle Napoléon Ier, on trouve chez Napoléon III ce comportement, cet intérêt, cette curiosité, et par conséquent, il contribue à la grande controverse sur les origines de la France. D'où part-elle, une fois de plus? Et à ce propos, je vais vous faire écouter une curiosité qui est l'œuvre de Bizet, une première œuvre importante, une cantate qui lui a valu le Grand Prix de Rome en 1800. Et c'est peut-être dommage. On peut en débattre. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que Michelet, c'est aussi celui qui nous dit à longueur de temps dans son Histoire de France, tout en étant incroyablement patriote. Michelet, on comprend aussi pourquoi est-ce qu'on a pu en faire un des pères du nationalisme de la fin du XIXe siècle. Et pourquoi semble-t-il, on songe actuellement à le mettre au Panthéon? Il a, lui, la conviction que répète Marc Bloch dans la citation par laquelle on avait introduit l'émission, il a la conviction que tout est affaire de devenir. Mais Michelet est très attentif à ces questions de race. D'ailleurs, il appartient lui-même à la Société d'ethnographie de Paris quand elle est créée en 1839 par le docteur Edwards, qui a été un des premiers promoteurs de la notion de race en France. Très intéressé par les questions relatives au sol, c'est sa formule, l'histoire est d'abord toute géographie, ou encore tel le nid, tel l'oiseau, telle la patrie, tel l'homme. Mais pour lui, la même race, le même sol, aurait pu donner, avec une autre histoire, une nation complètement différente. Il se signale par ce refus viscéral de croire que tout est déjà contenu dans l'origine. Il a une métaphore pour cela qu'il utilise dans plusieurs textes, et notamment dans son Histoire de France, quand il explique que entre un gland et un chêne, on peut à la fois penser que, évidemment, l'un procède de l'autre, mais il est inimaginable de croire que, quand on se retrouve face à un magnifique chêne centenaire, de tels individus
puisse être contenu dans la totalité des glands qui existent. Et qu'il faut pour cela d'abord de longues plages de temps et une histoire propre qui ont permis de faire le chêne. Tout s'explique par l'histoire. Oui, et c'est par là décidément qu'il s'oppose à ces historiens des années 1820 auxquels il rendait tout à l'heure hommage. Par exemple, un Guizot qui expliquait que la liberté venait des Germains. Il disait que dans la France contemporaine, si on remontait aux origines, l'esprit de l'égalité venait des Romains, l'esprit de moralité venait du christianisme et l'esprit de liberté venait des Germains. Cette idée d'une continuité de courant prédéterminé à l'origine de la nation. Cela, Michelet refuse tout à fait. Oui, il a d'ailleurs une formule à propos des anciens Gaulois qui est tout à fait remarquable. On ne comprend pas très bien, quand il nous parle des Gaulois au début dans l'histoire de France, il parle des grands corps mous et blancs des Gaulois. Tiens. Et alors il y aurait une solution de facilité qui consisterait à dire, parce que les Gaulois étaient blancs et blonds et que... Et grands. Et grands, il les définit comme ça, alors que les Gaulois n'étaient ni grands ni blonds. Mais bon, ça n'est pas du tout ça. Mou et blanc, ça veut juste dire pour Michelet que ces Gaulois, c'était des embryons de la véritable naissance spirituelle de la France. Alors ça se passe, disons, dans les premières décennies du XIXe siècle. C'est renforcé après la Révolution de 1830, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus véritablement de combat entre les deux dynasties pour prendre le pouvoir en France, et donc Clovis peut apparaître de façon assez consensuelle, non pas seulement comme l'ancêtre des ultras, mais comme l'ancêtre, disons, de la royauté. Et ce qu'on voit apparaître à ce moment-là, c'est une expression qu'on utilise encore très souvent aujourd'hui en s'imaginant qu'elle nous vient du Moyen-Âge, qui est l'expression « fille aînée de l'Église » pour parler de la France. Oh, mais c'est très tardif, ça c'est le cardinal Langenieux de Reims qu'il a imposé à la fin du XIXe siècle, et c'est pourquoi on était si surpris que Nicolas Sarkozy reprenne comme toute naturelle cette formule lorsqu'il a fait ce fameux discours du Latran à la fin de 2007. La formule, en fait, on la voit apparaître justement au lendemain des années 1830, mais elle triomphe, alors portée par le cardinal Langenieux, à un moment bien précis qui est celui du 14e centenaire du baptême de Clovis en 1896. Là, on voit une nouvelle origine possible, si vous voulez, pour la France, celle même que par la suite répétera, alors avant les débats contemporains, le général de Gaulle, qui dit « Je compte la naissance de la France à partir du baptême de Clovis ». On peut d'ailleurs noter qu'en mineur, on a vu renaître la même controverse en 1996, au moment de l'anniversaire suivant, et au moment où Jean-Paul II, le pape, est venu en France pour célébrer la conversion de Clovis. On a vu à ce moment-là ressurgir tous les débats sur l'origine ponctuelle de la nation française, et en particulier Vercingétorix réapparaître dans toute sa gloire. Oui, alors la légende de Vercingétorix, elle s'insinue également tout au long du XIXe siècle. Elle est un peu complexe puisque les républicains, en réalité, vont faire fond sur l'historiographie libérale qui a mis en avant les Gaulois pour sortir le personnage de Vercingétorix et en faire une sorte de premier héros résistant, si on veut le dire comme ça, à la suite de la chute du Second Empire, le Second Empire ayant peut-être promu les Gaulois d'une certaine façon, mais ayant surtout défendu l'idée d'une origine gallo-romaine de la France. Oui, c'est l'ambivalence de Vercingétorix. C'est à la fois un résistant contre Rome, et en même temps, il incarne par sa défaite même l'arrivée des Romains avec ce qu'il peut y avoir de positif dans leur influence. Oui, et puis il faut voir que tout ça a été extrêmement compliqué, parce que comprenons que à partir des années 1880 et jusqu'aux alentours de 1960, la politique coloniale est un des éléments essentiels de l'actualité française et de la politique conduite par les différents gouvernements. Or, quand on se plonge sur le passé français, on peut défendre à ce moment-là, ce qu'avait d'ailleurs fait de façon assez surprenante Alain Minck dans sa « Donc je n'y crois pas ». C'est un de ses arguments, effectivement. Un argument fort. Et surtout la défense des pays qu'on prétend coloniser. Mais ça nous entraînerait trop loin. Pas si loin que ça, parce que c'est l'autre aspect de la question. Chez tous ces historiens, quand ils parlent de race et qu'ils en refusent l'utilisation, il est bien entendu que de toute façon, ils se situent à l'intérieur de l'ensemble des races européennes. Et que quand on a la célèbre description du baptême de Clovis par Lucien Febvre, dans lequel il dit « Regardez la rue Saint-Jacques aujourd'hui, vous voyez passer des grands, des petits, des gros, des maigres, des blonds, des bruns. » Eh bien, c'était pareil à l'époque de Clovis, et donc il n'y avait pas de race française.
Aujourd'hui, ce sont des textes qu'il faut relire. C'est une leçon d'éthique qu'on doit assimiler et à notre tour colporter, bien entendu, mais sans doute en augmentant encore la portée. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ces gens-là, quand ils parlent de race, parlent en fait des races constitutives des nations européennes. Et que l'antiracisme contemporain, et ça c'est un des effets pervers toujours de l'évolution des mots, l'antiracisme contemporain, c'est un antiracisme qui est élargi précisément aux dimensions du monde. Alors avant de nous quitter, Sylvain Venner, il faut probablement que nous arrêtions au dernier moment de notre histoire où il a été question de race dans l'ensemble du débat sur la France de toujours, la France paysanne. Et naturellement, je parle de Vichy. Écoutez cette chanson de Bordas, 1941, « Ah que la France est belle ». On y trouve exactement cette tonalité. Ah que la France est belle, avec ses bois, ses champs, ses vallons, ses clochers. Chaque région nouvelle nous fait soudain découvrir des trésors cachés. Du Rhône à la Rochelle, de la Garonne au souriant pays normand. Oh, que la France est belle, et comme on est heureux d'être un de ses enfants. J'habitais un coin du Midi au joli temps de mon enfance. Pour moi c'était le paradis, mais j'ai fait le tour de la France. Dans le train qui me transportait au milieu du doux paysage, je penchais mon jeune visage et le cœur joyeux je chantais. Ah, que la France est belle, avec ses bois, ses champs, ses vallons, ses clochers. Chaque région nouvelle nous fait soudain découvrir des trésors cachés. Du Rhône à la Rochelle, de la Garonne au souriant pays normand. Oh, que la France est belle, et comme on est heureux d'être un de ses enfants. Aujourd'hui c'est le cœur battant que l'on parle de la patrie, mais... Non pas vers le bas, donc, mais vers le haut. Ça, c'est quelque chose que Boulainvilliers mort. Les débats continuent à se poursuivre tout au long des XVIIIe et XIXe siècles. On finira par oublier et on va associer le nom de Boulainvilliers à une théorie comme ça un peu simpliste sur les origines de la nation, ce qui n'était pas exactement son propos. C'est la faute de Montesquieu. C'est la faute de Montesquieu, oui, qui, pour le coup, parce que Montesquieu, lui, est extrêmement lu par la suite, contrairement à Boulainvilliers et à celui dont Montesquieu va faire son contradicteur, c'est-à-dire l'abbé Dubos. Et on lira l'abbé Dubos et Boulainvilliers à travers la critique que Montesquieu en fait dans l'Esprit des lois, où il dit il existe deux systèmes dont l'un est une conjuration contre la noblesse et l'autre est une conjuration contre le tiers-état. La conjuration contre le tiers-état, c'est ce que Montesquieu appelle le système de Boulainvilliers, et la conjuration contre la noblesse, c'est ce que Montesquieu appelle le système de l'abbé Dubos. Et là, on a affaire avec l'abbé Dubos à quelqu'un, donc l'abbé Dubos à l'époque, il faut voir, secrétaire perpétuel de l'Académie française, un ancien diplomate, un grand historien, dont les méthodes d'ailleurs de critique historique ont été saluées par la suite. Et là, avec l'établissement de la monarchie française dans les Gaules, qui est publié une première fois en 1734, on a tout de même affaire à un système peut-être, mais enfin à un livre extrêmement savant. Et que dit l'abbé Dubos? Là aussi, des choses un peu complexes. Au contraire, lui, de défendre la monarchie absolue, les prérogatives du roi de France, en expliquant que le roi de France tient son pouvoir, si on remonte le fil du temps, finalement, des empereurs romains via le baptême de Clovis et les attributs de la première monarchie franque. Ce qui a d'ailleurs dans son esprit d'ancien diplomate un second avantage, qui est de critiquer les ambitions de l'empire dit romain germanique au centre de l'Europe. Et là aussi, c'est pareil, à la suite de Montesquieu, on va un peu oublier l'arrière-plan, si vous voulez, politique et géopolitique de la théorie de l'abbé Dubos pour n'en retenir qu'une théorie un petit peu simpliste, où on dira, bien finalement, non, les origines de la France, c'est Rome. Et l'abbé Dubos, on trouve cette tentation d'utilisation du débat au profit de préoccupations immédiates, comme ce sera le cas encore tout récemment, à l'époque du président Sarkozy. Mais je trouve que le débat sur l'identité nationale d'après 2007, là, qui a été lancé en 2009, si scandaleux et finalement grotesque qu'il ait été, il avait au moins le mérite de dire ce qu'est exactement la question des origines de la nation, c'est-à-dire une question éminemment politique et finalement très très peu historique.
Et ce que montre la chanson un peu goguenarde qu'on a entendue au début, c'est la réactivation de tous ces stéréotypes. Parce que, bon, dans la chanson, il y a énormément de choses. Il est question des mammouths que, évidemment, les Gaulois n'ont pas connus. Il est question du vase de Soissons que, de la même façon, il ne concerne pas véritablement les Gaulois. Je remercie de le préciser pour nos auditeurs. Mais on oppose très clairement dans la chanson une sorte de barbarie gauloise, qui serait une partie des origines de la nation, et puis d'un autre côté, là, il s'incarne dans un personnage dont personne ne veut vraiment, qui est justement Louis-Philippe. Et qui descend, après tout, des rois de France aussi, ce qui fait qu'on retrouve l'ambiguïté que nous avons croisée précédemment. Est-ce que ce sont les gens du tiers-État qui ont à se révolter, qui perpétuent le meilleur de la France, ou bien est-ce que la tradition de la noblesse est légitime ? Et un autre aspect dans le texte de Michelet qui renvoie aussi tout à fait au moment 1830. Vous entendez quand il dit le présent porte en lui l'embryon de l'avenir. Un des événements marquants de l'année 1830, vous savez que Goethe avait dit même que c'était l'événement le plus marquant de l'année 1830, c'est ce qu'on a appelé la querelle des analogues entre Cuvier et Geoffroy Saint-Hilaire, c'est-à-dire entre deux conceptions de la nature, une conception, disons pour faire simple, fixiste qui serait celle de Cuvier, et une conception, disons, transformiste qui serait celle de Geoffroy Saint-Hilaire, qui à cette époque-là résonne politiquement, c'est-à-dire que le fixisme de Cuvier apparaît comme un conservatisme, le transformisme de Geoffroy Saint-Hilaire apparaît comme un libéralisme. Et dans ces années-là, les frontières disciplinaires étaient beaucoup moins étanches qu'elles ne le sont devenues par la suite. Quelqu'un comme Michelet, mais de façon générale, la plupart des historiens sont aussi tout pénétrés de ces débats qui sont au départ les débats d'histoire naturelle, les débats des naturalistes. Michelet, d'ailleurs, devient, dès la fin de l'année 1830, un ami de Geoffroy Saint-Hilaire. Il va fréquenter son salon et va beaucoup s'inspirer de toutes ces théories. Or, au cœur de ces nouvelles théories, c'est ce qu'avait bien montré Paul Petitier dans un livre magnifique il y a une vingtaine d'années, se trouve l'embryologie, comme discipline nouvelle. Et Michelet, tout au long de son œuvre historique, va être profondément pénétré de ces théories nouvelles des naturalistes en se demandant exactement comment est-ce qu'on peut comprendre l'histoire d'une nation, enfin très concrètement l'histoire de la France, à partir des modèles qui sont fournis par les embryologistes. Beaucoup de gens raisonnent de cette façon-là à la même époque. Michelet nous dit dans ce texte qu'il a été frappé par l'éclair de juillet, l'éclair céleste, comme il le dit dès 1831, qui va en fait commander toute sa carrière à venir, c'est-à-dire la lente écriture de son histoire de France. Henri Martin dit exactement la même chose au même moment, et lui aussi se lance dans l'écriture d'une de ces la seconde grande histoire de France qui a été publiée au XIXe siècle. Or, tous les deux sont frappés à la fois par cette querelle des analogues du printemps 1830, mais de façon plus générale par les travaux des embryologistes. Et une question se pose dès, disons, la fin des années 1820, et elle va durer pendant très longtemps, c'est est-ce que les notions de race que les naturalistes sont en train de mettre au point, dont ils sont en train de préciser les contours, est-ce que ces notions sont utilisables par les historiens? Dans sa préface de 1869, Michelet nous dit, on vient de l'entendre, non.